Bienvenue dans le monde des gourous du tuning. Ces préparateurs qui réalisent les modifications les plus séduisantes et qui sont devenus des vedettes. Les fans veulent en savoir plus sur les professionnels qui préparent ces voitures, leur passion, leur personnalité et leurs idées. En Espagne, c'est le tuning artisanal qui est le plus populaire parmi les aficionados. Et il y existe un préparateur qui a réussi à sortir du lot grâce à ses modifications spectaculaires et son caractère extraverti, Amalio. Sa popularité a passé les frontières pour être reconnu dans le milieu du tuning en France, en Belgique et en Allemagne. Amalio aime être différent et pas seulement quand il s'agit de ses voitures. Il aime faire des trucs dingues, comme par exemple conduire des engins préparés dans les rues de Barcelone, juste pour voir la tête des gens quand ils se retrouvent face à face avec le monde du tuning. Voici quelques-uns de ses modèles les plus connus. Une New Beetle de style californien et une Hyundai coupé passée à l'aérographe. Rien ne peut échapper au style de ce tuner. Des voitures, des filles, de la folie, le monde du tuning est tombé à point nommé pour Amalio en lui permettant d'exprimer sa personnalité au travers de ses modifications. Il est devenu célèbre grâce aux voitures qu'il a créées dans cet atelier des Terrassa où il travaille tous les jours sur de nouveaux projets. Il a commencé par réparer des plaques de tôle de camion dans un garage aux côtés de son frère. Ensuite, il a modifié sa propre voiture, celle de ses amis, et a commencé à assister aux concentrations. Avec son premier emploi, il a pu ouvrir ce garage. Il a travaillé seul durant les 2 premières années. Désormais, il prend en charge la formation de nouveaux spécialistes. Voici une Seat Ibiza, la Cupra. C'est celle d'Oscar de Spin Tuning. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un top chop. On a rabaissé de 13 cm ce qu'on pourrait appeler le toit. On a aussi fabriqué un arceau de sécurité démontable pour pouvoir le monter et le démonter autant qu'on veut, sans difficulté. Là, c'est la Golf de Juan de Spin Tuning. Il a installé un moteur de Golf VR6 de 3e génération. Et là, c'est la Leon, qui est plutôt du genre street tuning, du tuning de tous les jours. Comme la 206 par exemple, qui est très jolie, mais c'est une voiture de street. Et ici, nous avons celle qu'on appelle la bête. Cet engin va cracher 490 chevaux avec son moteur HGP biturbo. On a monté des jantes de 19 pouces et ce genre d'ailes, qui sont en fait des pare-chocs, tout cela fait sur mesure. Celle-là, c'est la Corrado du Seigneur Vicente de Valence, Castellón. On a fait le resting pour la face de la voiture. On avait déjà fait les côtés et l'arrière il y a un an de cela. Et maintenant on fait ce qu'on appelle la face, en l'unifiant avec le style du reste du véhicule. Toutes les voitures qui ont subi de grosses transformations, comme cette Seat Ibiza au toit découpé, passent par un processus d'homologation qui certifie la qualité du travail réalisé et la sécurité du véhicule. Toutes les voitures qui sortent du garage peuvent circuler légalement. On voit ici l'arrivée d'un client. Les amateurs de tuning viennent avec leurs propres idées qu'ils partagent ensuite avec le préparateur. Amalio jette un œil à la voiture et commence alors à penser aux modifications qu'il pourrait y apporter. Des centaines de pièces sont accumulées dans l'atelier pour pouvoir faire des essais et au final, chaque tuner modifie les voitures selon son propre style, à tel point que beaucoup peuvent reconnaître leur travail en apercevant juste une image de l'auto. Ce préparateur ici aime aussi réaliser des projets fous, comme la modification de cette voiturette de golf, l'un de ses derniers projets. Un corbillard, un jet ski, des voitures de course, il a des centaines d'idées dans la tête. Ça fait 7 années que je travaille dans le tuning, dont 6 avec mon propre garage. Ça m'est venu un jour. J'ai commencé par ma propre voiture, et c'était comme si j'avais ça dans le sang, tuner des voitures, les customiser et tout ce truc de la transformation, en m'éloignant toujours de la normalité. Le moment est venu pour l'Europe de réaliser qu'il y a de bons préparateurs en Espagne. On ne peut pas dire que l'on soit meilleur ou pire, on est des bons préparateurs. Avant de commencer à préparer un véhicule, il faut s'y attaquer proprement. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une voiture qui arrive et dire « Allez, on y va ». Il faut d'abord voir le travail que l'on peut faire et être sûr qu'il est approuvé. Avant tout, comme pour construire une maison, avant de commencer, on fait venir l'architecte qui dessine des plans. Quand on construit un véhicule, on doit appeler un ingénieur qui fera une étude dessus. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est commencer à travailler sur une voiture sans savoir si elle sera approuvée. À quoi ça nous sert une voiture qu'on ne peut pas conduire? Alors voyons, des anecdotes. Bon, le seul inconvénient que je vois sur le thème des voitures modifiées, comme avec les motos préparées,
c'est que dès que vous voyez un policier, il vous arrête. Alors un jour, un bon gars comme moi se fait arrêter par la police parce qu'il n'a pas l'insigne Tigra sur sa voiture. Évidemment, la police ne sait pas à quoi ressemble cet insigne, mais ils savent qu'il n'est pas là. Pourtant, aucune loi ne dit que c'est illégal de ne pas avoir d'insigne sur sa voiture. Toutes ces autos ont été créées par Amalio. Chaque année, il dessine une quinzaine de voitures complètes et des dizaines avec quelques modifications. Il a travaillé pour bon nombre de modèles importants qui sont maintenant distribués dans toute l'Europe. Celle-ci a été l'une de ses réalisations les plus difficiles. L'objectif n'était pas seulement de créer une voiture différente, mais l'un des défis relevés par le soi-disant roi du tuning était de monter des jantes de 20 pouces sur la petite Citroën Saxo. Même les Ferrari n'utilisent pas de jantes de cette taille. La Citroën Saxo était un défi parce que tous ceux qui sont impliqués dans la scène du tuning disaient que c'était impossible de monter des roues de 20 pouces sur une Saxo. Pour moi, c'était donc un challenge. J'aime me retrouver face à un défi, et le plus important, c'était de monter parfaitement les roues. Pour cela, on a recoupé les ailes avant, déplacé une partie de la suspension, et on a dû retirer certains des composants mécaniques comme la batterie et le réservoir de liquide de refroidissement. Ce sont des modifications qui se notent peu, mais Amalio se sent pourtant très fier de lui. On a choisi un style sur mesure. De nouveaux phares, un capot modifié, des ailes élargies et un arrière complètement nouveau. Les changements portés sur l'intérieur sont très novateurs. On l'a entièrement dénudé dans le style des voitures de course et on a ajouté un nouvel arceau de sécurité au côté duquel on peut voir le nouveau bouchon de réservoir sur le toit. Après l'installation de 2 sièges de compétition, on a intégralement recouvert l'intérieur de toile à sac, un matériau très spartiate jamais vu en tuning auparavant. Ensuite, bien sûr, la suspension, les jantes et les pneus ont tous subi des changements de toutes sortes. Pour compléter la modification, Amalio a dessiné une moto avec la même peinture à l'aérographe et quelques retouches. C'est cette Harley Davidson. C'est une Harley, une 833 Sportster. Cela a changé et c'est maintenant une 1200. On a modifié le bras oscillant à l'arrière, on lui a monté un pneu de 230, refait tout ce qui touche au réservoir et tout ce qui a à voir avec le châssis est en métal. Voilà une moto qui démontre l'audace de ce préparateur. Voici une autre de ces voitures, une Audi S3. Son propriétaire voulait une auto différente, qui soit pourtant utilisable tous les jours, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas d'une voiture élargie. La suspension pneumatique et les jantes chromées utilisées commençaient à être à la mode aux USA, mais on les avait rarement vues sur une voiture sportive comme cette Audi. Ce qui n'a pas dérangé Amalio le moins du monde, et il s'est décidé à monter l'une des premières suspensions du genre en Espagne, en plus des jantes chromées de 20 pouces. Cependant, la partie la plus aguicheuse, c'est la peinture. Les dessins courent tout le long de la voiture et même à l'intérieur des portes. On peut y voir Amalio, en plus de 2 de ses associés et du propriétaire de l'auto, qui brandit une carte de crédit. Le moteur, que l'on a aussi peint à l'aéro, ainsi que l'habitacle garni en peau de serpent, sont tous deux très innovateurs. Les préparateurs artisanaux travaillent beaucoup avec la fibre de verre pour donner une nouvelle forme à la carrosserie. Aux États-Unis, en revanche, ils travaillent beaucoup plus avec des feuilles de métal. Amalio voulait prouver qu'il pouvait lui aussi réaliser une préparation en feuilles de métal et a tout donné sur cette voiture. La Z3 a été un de mes plus grands défis, car c'est une voiture en métal sans raccourci. J'ai travaillé dessus durant 9 mois avec un de mes apprentis. C'était un projet très difficile à cause des caractéristiques de la voiture. Les feuilles de métal sont très dures à modeler. Il faut les travailler, les souder et ensuite les couper en tranches. C'est une autre manière de travailler, un peu plus chère que la fibre de verre. L'intérieur a été entièrement recouvert de cuir et de peau de serpent, et on a aussi réalisé des changements impressionnants, comme les amplificateurs situés derrière les sièges, qui se lèvent grâce à une télécommande. Cet exemplaire est très couru des publicistes et des sociétés. L'une des commandes les plus étranges a été passée par un magazine à caractère pornographique. Il cherchait des voitures préparées pour les utiliser dans des photos de scènes de sexe. Après la session photo dans son atelier, l'actrice porno espagnole Celia Blanco a décidé de se rendre à l'un des shows d'Amalio avec lui. Les expositions de tuning attirent des milliers de fans, ceux qui sont juste curieux et la presse. Les meilleurs préparateurs font donc un véritable effort pour leur donner une image différente. Dans ce cas-là, Amalio a pu compter sur une excellente compagnie. Un jour, l'un des premiers Hummer H3 à arriver en Europe se gare devant la porte de l'atelier d'Amalio.
Le préparateur décida de le modifier en style dub, bien avant d'en savoir plus sur cette nouvelle tendance américaine. Le premier boulot fut de monter d'énormes jantes chromées. On choisit des 24 pouces. Il n'y a pas de taille plus grande que celle-là, qui est légale. On a ensuite monté une suspension pneumatique qui permet à l'auto de se baisser vers le sol et on l'a peinte dans des teintes séduisantes de bleu. Le résultat, c'est l'une des préparations européennes les plus impressionnantes. Amalio a obtenu une reconnaissance internationale, surtout en France où il est une vraie vedette. Il participe aux principaux événements en tant qu'invité. Ses voitures ne participent pas au concours, mais à chaque exposition, son stand est le plus visité et photographié. On voit ici sa femme Elisa lors du GTI International, la plus importante concentration d'Europe. Ils se dirigent tous les deux vers le stand d'un autre tuner, Jerry de Pro Rider, très connu en Belgique, son pays, ainsi qu'en France, en Italie et en Hollande. Ce sont de bons amis, ils partagent les mêmes passions et se rencontrent lors des différents salons et concentrations de l'année. Cela ne ralentit pas pour autant son rythme de production, comme en témoigne cette Citroën Saxo rouge mat impeccable ou cette Golf à l'aspect militaire. Il continue même à proposer des inventions délirantes, comme ce banc pour bras de fer ou des sièges entièrement customisés. Amalio est devenu une vedette de la scène tuning grâce au travail qu'il a réalisé sur ses voitures et sa personnalité. C'est un vrai génie converti en gourou, capable de créer de nouvelles tendances et qui a changé la manière dont on voit le tuning en Espagne. Pour lui, c'est aussi amusant de passer un bon moment que d'avoir une voiture exclusive. Même si son nom a l'air étranger, Emlyn est l'un des principaux préparateurs espagnols. Derrière chaque modèle qui porte son logo se cache le travail d'un véritable expert de la modification. Manuel Collado est l'un des spécialistes les plus expérimentés du monde du tuning et nous allons vous dévoiler tous ses secrets. Manolo se consacre professionnellement à la modification sportive d'automobiles depuis 1998, bien que son parcours professionnel soit différent des autres préparateurs. Il n'a pas commencé graduellement le tuning, mais a directement modifié une spectaculaire Opel Astra pendant son temps libre, la fameuse Diabolic Car. C'était en 1997 et le tuning était un monde étrange, à part, pour quelques initiés seulement. Pourtant, Emlyn a créé tellement d'attentes autour de sa voiture qu'il a pu laisser son emploi et passer à toutes sortes de modifications en plus de créer son propre magasin de réparation. Manolo a déjà travaillé sur plus d'1 millier de voitures et elles ont toutes des caractéristiques communes, des traits innovateurs et des variations sur le thème du tuning. Emlyn a été l'une des forces motrices du tuning venant de l'étranger comme les jantes chromées, le style d'importation, des carrosseries avec moins de modifications et de l'aérographe typé compétition entre autres. Le résultat, c'est que ces voitures se retrouvent régulièrement sur les principales concentrations françaises. Tous les gourous du tuning artisanal se retrouvent en France, et c'est de là que viennent les 20 meilleures voitures de chaque événement. Les véhicules de Emlyn ont atteint une célébrité surprenante, et chacune de ces voitures fait partie du top 20, les 20 meilleures du concours. Emlyn n'organise pas de grands spectacles et préfère plutôt que ses voitures parlent d'elles-mêmes, soulignant sa condition de visionnaire. Voici l'un de ses modèles les plus impressionnants, une Opel Kadett R1. C'est un travail personnel sur lequel Manolo et son frère Javier ont mis tous leurs efforts pour en faire une voiture unique. Nous allons jeter un coup d'œil aux complexes modifications et ensuite aux conséquences de son apparition en public en 2002. Le modèle de base était une Opel Kadett, une sportive des années 80 qui était sur le chemin de la casse avant de tomber entre les mains de Emlyn. À l'avant, on a ajouté au capot d'origine la calandre d'une moderne Astra. On a aussi ajouté des phares d'un constructeur de pièces détachées, entièrement lissé le tout, modifié les ailes, et pour finir, ajouté une nouvelle jupe. Sur les côtés, mis à part les jantes chromées à la forme unique, on a changé les vitres de custode pour des modèles plus modernes, mais les modifications les plus extrêmes ont été faites à l'arrière, accroissant spectaculairement le look d'importation. Il restait de l'imagination pour l'intérieur. On a démantelé le tableau de bord d'origine et ajouté celui d'une Opel Astra coupé. Un travail qui a pris des mois car il fallait modifier les supports, les entrées d'air et les câbles pour pouvoir fixer cette nouvelle pièce. On l'a alors garni et ajouté des composants sportifs comme le volant dans le même style que les roues, de nouveaux cadrans et de nouveaux sièges de course. Le système audio d'une voiture aussi innovatrice devait d'être différent. Un coffrage unit les sièges arrière au coffre pour pouvoir héberger l'un des meilleurs systèmes du marché. Le résultat final est l'une des plus importantes modifications de tendance.
Ces lignes pures ont convaincu de nombreux amateurs de changer le style de leur tuning. Ils ont dit adios aux formes exagérées, bienvenue à un style plus propre et plus sportif. Un autre aspect surprenant de cette voiture, c'était l'aileron en aluminium. Manolo a dû faire réaliser cette pièce sur commande, car en Europe, il était difficile d'obtenir ce genre d'aileron. Une fois cette voiture présentée sur la scène, l'aileron a joui d'un regain de vente. Et il est devenu impensable de modifier une voiture sans aileron. La dernière innovation qui porte le sceau d'Emeline, c'était les pots d'échappement de moto. Sur ce modèle, on a fixé 2 tubes d'échappement de Yamaha à la sortie centrale. Et le pare-choc suit alors la forme du pot. Cette voiture a aussi déclenché la fièvre de ce genre d'échappement, à tel point que de nombreux constructeurs de cet accessoire ont dû retourner à leur planche à dessin pour retoucher leur gamme d'échappement et lui donner des silencieux de moto. La Kadett devint un modèle de couverture pour de nombreux magazines internationaux de prestige et le standard pour le tuning espagnol en Europe. C'était encore une icône 3 ans après sa modification. L'attention portée aux détails d'Emeline s'applique aussi à ses installations. Voici le showroom situé à Torrent, près de Valence. Il y a des jupes qui pendent au mur, des expositions de jantes, des sièges, des photos et des trophées. N'importe quel fan pourrait passer un bon moment à rêver sur tout type de produit avant de choisir quelle pièce il veut pour sa voiture. Pourtant, c'est dans une autre partie qu'Emeline a son vrai sanctuaire et où naissent ses meilleures idées, son atelier de modification. Il travaille avec du caoutchouc mousse et de la fibre de verre pour donner une nouvelle forme aux carrosseries et rénover le look de divers modèles. On voit ici une Renault 5 Turbo sur laquelle il travaille en ce moment. Cet exemplaire est une Ford. À l'époque, c'était l'un des meilleurs coupés. Elle attend maintenant l'application de quelques détails finaux avant de s'embarquer sur la scène nationale. Un tout-terrain de luxe attend aussi que la peinture de son nouveau kit de carrosserie sèche. Les véhicules de haut de gamme sont courants dans les ateliers de tuning, bien que leurs propriétaires ne se rendent pas au meeting comme les passionnés. De nouveaux projets sont également en développement ici, comme cette Honda Civic Coupé. Elle incorpore une innovation importante, une suspension hydraulique avec des circuits indépendants. Avec ce mécanisme, la voiture peut circuler et se déplacer sur 3 roues, avec l'arrière complètement relevé, une innovation qui sera bientôt demandée par les autres constructeurs. L'anticipation des tendances et la découverte de nouveaux courants ont été un facteur important dans le travail de ce préparateur. Il a innové avec cette Ford Focus en lui donnant un style d'importation américain qui consiste à incorporer des pièces inspirées par les courses impliquant des voitures compactes ou des coupés de taille moyenne. Jusqu'alors, personne n'avait essayé cela en Espagne, mais Emeline a pourtant eu la vision et suffisamment de cran pour l'adapter à l'une de ses créations. Sur cette voiture, on a incorporé des éléments venant d'usines liées à la compétition. Un aileron en aluminium, des pare-chocs cachés et un pur style de course en plus d'une couleur éclatante. On a appliqué le même style à cette Ford Cougar, un modèle produit aux USA. On a ajouté un nouveau kit de carrosserie et redessiné l'arrière en ajoutant des feux stop beaucoup plus grands, faits à la main. Au-dedans, le garnissage était réalisé en combinant les couleurs de l'extérieur avec l'habitacle et de nouveaux détails sportifs, en plus d'un puissant système ICE. Ici, nous avons une Ford Escort qui nous permet de savourer une autre réalisation innovatrice made in Emeline. Ces éléments tournent autour de la jante pour donner un effet spectaculaire. Cependant, ces créations ne s'arrêtent pas là. La peinture est aussi une des spécialités ici, combinant des couleurs acides, un graphisme séduisant et des drapeaux de compétition. Cet engin fut baptisé Racing Spain et donna lieu à une nouvelle tendance dans le milieu. Des voitures aux multiples modifications et à la peinture étonnante, mais sans grand changement sur la carrosserie. On a appliqué des modifications artisanales similaires à celles de la Ford Escort à cette Seat Cordoba. De nouveaux phares, une nouvelle peinture et des accessoires. Pourtant, ce qui prouve le génie de ce leader, c'est l'inclusion de jantes chromées. Depuis qu'elles sont apparues, des centaines d'enthousiastes ont incorporé des jantes de ce genre à leur préparation. On a ajouté sur cette Toyota une ligne du film Too Fast, Too Furious, où le tuning est le thème central. On a réalisé ici de nombreuses transformations pensées par cet entreprenant tuneur, comme l'entrée d'air frontal, le montage d'un avant complet en provenance d'une Toyota plus moderne et la création d'une ligne de pur style d'importation à laquelle on a ajouté les premières jantes de la marque Too Fast, Too Furious qui tournent dans les rues d'Europe. Emeline est un visionnaire pour chaque style et il a réalisé une modification sur cette Volkswagen dans un style appelé tuning allemand avec des roues de Porsche, une carrosserie monochrome et un intérieur propre qui attire le regard. Une nouvelle phase dans la modification des voitures. Voilà donc de quoi il s'agit à propos d'Emeline. Ces véhicules tournent dans les meilleurs meetings internationaux. Les dernières innovations sortent de ces ateliers et les nouvelles tendances se retrouvent toujours dans ces voitures.
Le spectacle s'insinue petit à petit dans ses expositions. Mais ce gourou du tuning a pourtant travaillé dur pour sa célébrité, en passant beaucoup d'heures dans son atelier d'où sont sorties des centaines de voitures, jouissant d'un style différent et personnel. Juan Carlos Caballero est un autre célèbre préparateur espagnol pour les voitures qu'il dessine. Son nom commença à être reconnu sur la scène nationale quand le tuning explosa en Espagne en 2002. Bien que sa carrière de préparateur ait commencé bien avant cela, quand le tuning n'était encore qu'une chose pour les dingues d'automobile. En ce sens, Juan Carlos Caballero peut être considéré comme un grand visionnaire qui se cache derrière la customisation. Il a commencé en installant des systèmes audio dans les voitures. Il tirait un câble depuis sa maison jusque dans la rue et l'utilisait pour installer des radiocassettes, des haut-parleurs et des amplificateurs. Et il fit ainsi ses premiers pas dans la modification automobile. Ici, on était à la concentration de Miajadas, où on a travaillé longtemps. Ensuite, on est allé au concours et on a reçu notre récompense. La vérité, c'est qu'on est revenu avec un trophée. Ici, on travaille sur la BMW. On change ses phares pour ceux de l'Opel Vectra et l'avant-rayère. Ça, c'est quand on a fini la peinture et qu'elle est sortie pourpre et orange, et avec des feux de Fiat Machina à l'arrière. Là, elle est complètement terminée, quand on a fixé les portes à ouverture verticale. C'était difficile parce que le rétroviseur arrivait juste à la limite du cadre et j'ai dû être créatif. J'ai cassé 3 rétros, mais j'y suis quand même arrivé. Cette Peugeot 205 fut l'une des premières voitures à laquelle il a appliqué ses idées sur le tuning, avec quelques modifications personnelles. La première que j'ai modifiée, ça a été une Renault 5, que j'avais sans permis depuis l'âge de 16 ans. C'était une GTL et je l'ai transformée en une Alpine. J'avais peu de moyens, alors j'utilisais la casse, mais je l'ai finalement terminée et complètement remise à neuf. Un peu plus tard, il mit la main sur cette BMW, avec laquelle il a commencé à assister aux concentrations. Il débutait en 1999, et son style personnel commença à se noter et à attirer l'attention des gens. Je ne savais pas vraiment grand-chose sur la scène à l'époque, et on ne savait rien sur le sujet. Il n'y avait pas beaucoup d'événements, très peu en fait. Mais celui dont je me souviens le plus, c'est Miajadas, près de Cáceres. Et pour être honnête, je me suis vraiment bien amusé. Puis c'est devenu plus populaire. J'avais une BMW avec des jantes en alliage et pas grand-chose d'autre il y a 6 ans. À l'époque, il n'y avait pas de quoi s'exciter. Et c'est pour cette raison que je suis revenu avec un trophée. Il a ouvert son premier garage cette année-là. Un petit espace dédié à l'in-car audio et petit à petit le tuning a pris de l'importance. Ensuite, en 2002, il a inauguré ce qui allait devenir de nos jours l'une des plus importantes usines de tuning d'Espagne. Caballero Audio a été inauguré le 1er avril, il y a 8 ans. J'ai pu créer la société grâce à mon père, qui m'a beaucoup aidé en nous donnant un coup de main, avec l'équipe entre autres. Ça marchait vraiment bien. C'est pourquoi la société s'appelle Caballero Audio. On a alors commencé à travailler sur tout ce que le garage nous permettait. C'était un tout petit garage, environ 60 mètres carrés. Et pourtant, dans un espace aussi petit pour travailler, on a parfois réalisé des miracles. De là, Juan a propulsé le tuning vers une zone centrale avec un style différent et osé. Des caisses élargies aux formes spectaculaires, des couleurs acides très aguicheuses, de l'aérographe et des voitures préparées qui ne peuvent pas manquer de déchaîner les passions. La première chose que l'on fait, c'est de mettre un peu de réalité dans les rêves de nos clients au niveau de la voiture. Et on les développe le mieux que l'on peut dans un univers tuning. Ce ne sont pas uniquement les véhicules qui sont la marque de fabrique de chaque tuner. Et Caballero Audio a rassemblé ses clients en club avec lequel il a assisté à de nombreux meetings. On voit ici l'un des modèles les plus hallucinants qui arrive à Medina de Pomar, l'une des concentrations hivernales les plus connues et où ces voitures ont toujours figuré dans le top 20. La voiture sur laquelle j'ai dû passer le plus de temps, c'est ma BMW. C'était un défi de la faire ressembler à ça. Un défi parce que mon père m'a donné cette auto et il l'a faite avec tout l'amour qu'un père donne à son fils. Je voulais l'emmener autour de l'Espagne, même à l'étranger.
Et j'ai réussi, c'était un grand défi. J'ai dû découper une 4 portes et imaginez-vous seulement en train de faire ça. Vous voyez avec la scie, jusqu'à ce que vous voyez ce que vous cherchez à faire. Pour être honnête, c'est celle dont je me sens le plus fier. Il faut prendre en compte que la plupart des voitures, c'est moi qui les dessine. Chaque fois que je vais sur un salon, je me sens fier de la voiture dans laquelle je suis. Voici la BMW en 1998. Et cela vaut la peine d'en savoir un peu plus sur son histoire puisqu'elle est devenue l'étendard de la société. Vous la voyez ici quand mon père me l'a donnée. C'est l'original. Ici avec l'équipe que l'on était en train de former. Ici on me voit avec des cheveux. J'étais un peu plus jeune que maintenant. Enfin, il était 4 heures du matin, je l'oublierai jamais. Et on était en route pour la concentration de Mieradas. Voici les photos de couverture de la vedette de Caballero dans une revue de tuning. Voici une des publications que l'on a, sans parler de Maxi, ça rappelle des souvenirs. Les flammes sont pour de vrai. Et on a fait ça dans un parc près d'ici. On a utilisé 100 litres d'acétone pour que ça ait l'air vrai, et au final, on a brûlé l'avant. Ça a été un miracle de ne pas se faire arrêter. Voici à quoi elle ressemble après sa transformation définitive. La voiture a été entièrement coupée, en éliminant les portes arrière et en créant une boîte qui hébergerait la suspension pneumatique. Avec cette forme, la berline est transformée en pick-up, dans un style de break américain. On a aussi modifié l'avant avec de nouveaux phares, un capot allongé et une peinture à l'aéro. Les ailes élargies et les nouvelles jantes sont d'autres détails qui customisent cette voiture. L'intérieur intégralement modifié de style custom est l'une des transformations les plus surprenantes. Cela consiste en de nouveaux sièges, un nouveau garnissage et des accessoires sportifs. Ces modifications ont converti la voiture en l'une des plus photographiées d'Europe. On la voit ici à côté d'autres modèles de Caballero lors du GTI International sur le circuit de Manicourt, l'endroit préféré des préparateurs espagnols pour montrer leurs meilleurs exemplaires hors de leur pays. Il y a eu beaucoup de voitures, c'est vrai. Elles sont venues de Suisse, de Belgique, d'Italie. On a vu des Belges, des Espagnols, des Italiens, tout le monde est là. C'est un meeting qui vaut la peine de venir. Parce que les voitures que l'on y voit sont extrêmement belles. Les voitures ne sont pas seulement modifiées. La production est un autre secteur où Caballero Audio est devenu un pionnier. Des crânes, des tapis et des drapeaux. Un jeu de détails pour augmenter son capital et mettre sa signature sur chacune de ses modifications. Voici une de ses réalisations qui a gagné beaucoup de prix, une Opel Astra spectaculaire. Cet exemplaire a subi une modification intégrale. La caisse, l'audio, l'intérieur et le châssis, tous dans le style particulier de Caballero que l'on retrouve sur tous les travaux. La caisse est modelée avec de la fibre de verre et avec un nouveau pare-choc, ainsi qu'en élargissant les ailes. De nouvelles jupes ont été dessinées pour les côtés de l'auto, et l'arrière a été modifié pour recouvrir désormais une partie de la vitre. On a lissé le coffre et dessiné une jupe basse d'où sortent les silencieux d'échappement. On a ajouté des motifs à l'aérographe et changé les jantes et les pneus. Le véhicule a maintenant un air de custom grâce à quelques pièces chromées, une suspension plus sportive et un châssis renforcé. Les tunings de haut vol peuvent compter sur une transformation intérieure totale, comme sur ce modèle, où l'on trouve des sièges de compétition, des pièces en aluminium poli et un garnissage complet en blanc qui couvre chaque centimètre de cabine. Le système ICE est aussi l'un des meilleurs du marché, avec une boîte dans le coffre qui renferme tous les composants nécessaires. Les voitures de chez Caballero Audio sont présentes sur un grand nombre de rassemblements de tuning et de concentration. En voici quelques-unes lors d'un meeting à Albacete où l'on peut apprécier cette Renault Clio. Carrosserie bicolore, jantes custom et intérieur entièrement regarni, c'est l'image d'un jeu vidéo de tuning bien connu. Dans cet environnement automobile, Caballero a aussi sorti des disques sous le nom de Evolution Tuning. Cette Seat Ibiza vient aussi de l'usine Caballero, avec ses couleurs osées, ses motifs à l'aérographe et une carrosserie modifiée. Leur véhicule apparaît sur de nombreux rassemblements, portant sa vision particulière du tuning aux quatre coins du pays. Plus il y a de choses qui sortent, plus on va en tirer du plaisir. Aussi, ce que tu dis sur le drift que l'on regardait ensemble à Vegas, c'est quelque chose qui est arrivé en Espagne sans que l'on s'y attende. J'en prépare une maintenant. C'est une R17, elle est totalement drift. C'est pourquoi je vous recommande de sortir et regarder. Plus vous en voyez, plus votre esprit se développe pour ensuite créer des voitures dans votre propre pays.
Voici l'une de ses dernières créations, et on peut noter un changement important par rapport au modèle précédent. Son style habituel, accentuer le spectaculaire et surélaboré, cède le pas à des formes plus propres, à des voitures qui pourraient s'utiliser tous les jours avec un peu de précaution, avec des couleurs plus discrètes qui rehaussent ses formes uniques. C'est le style custom. Des jantes en aluminium poli, des composants de très haute qualité et des intérieurs luxueux. Voici une Mitsubishi Eclipse entièrement préparée. Elle est équipée d'un kit de carrosserie complet et très sportif, accompagné d'un impressionnant travail à l'aérographe avec des crânes, une des marques de fabrique de Caballero. La suspension pneumatique est désormais courante sur tout type de transformation sportive, en plus des jantes chromées au dessin extravagant, typique du tuning américain. À l'intérieur, le système audio a un écran de télévision, des amplificateurs, des subwoofers et d'autres détails. Le moteur est équipé d'un turbo qui pousse la puissance à 200 chevaux. Voilà un exemple des nouveaux véhicules qui sortent de l'usine de ce préparateur. Voilà un autre des modèles de nouvelle génération de chez Caballero Audio, une Seat Arosa. Dans ce cas, c'est un style allemand que l'on a appliqué après être passé par le processus de filtrage de Caballero. On a entièrement retouché la carrosserie pour renforcer les lignes d'origine. Certains composants, comme les phares et les feux, sont d'un nouveau type, sans pour autant rompre avec la ligne originale. Au-dedans, l'espace est devenu extrêmement luxueux. Les voitures que Juan Carlos a modifiées ont fait de lui un véritable gourou, capable de convertir n'importe quelle auto en vedette du tuning. Pourtant, son image projette toutes ses connaissances et son savoir-faire. Il est presque toujours à la barre, aux côtés de ses voitures, attentif aux besoins de ses clients, créant de nouveaux styles et l'heureux propriétaire d'un nombre d'engins qui ont fait de lui une référence sur la scène. Depuis son bureau, Caballero contrôle l'arrivée de nouvelles tendances, les shows qui accompagnent chaque nouveau lancement, les voitures qui vont au rassemblement et leurs modifications, l'utilisation de l'image de sa société par des maisons de disques, des jeux vidéo et des magazines. Ce qui se passe, c'est que ce que l'on fait, on le fait sérieusement. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui puisse le faire. Les gens le voient, parce que quand on essaie de préparer une voiture, il n'y a pas tant de monde qui peut en faire autant. Ça me gêne quand on signe des autographes sur les salons ou on prend des photos avec les gens. Il faut garder à l'esprit qu'il y a des revues qui sont là, et des gens qui partagent votre culture. Ils vous veulent là, n'est-ce pas ? Dans leur mémoire, dans leur voiture, sur un poster, dans leurs affaires. Il serait impossible de ne pas mentionner l'un des préparateurs les plus étranges au niveau national dans une édition dédiée aux maîtres du tuning en Espagne. Il s'agit de Matt Vane. Dès le départ, ils ont maintenu un style différent et exclusif, parfois hors de la mode et concentré sur leur propre imagination. Angel et Javier sont deux professionnels qui ont fait de Matt Vane l'une des plus importantes sociétés de tuning artisanale d'Espagne. J'ai commencé à préparer des véhicules en 1995 dans un local en ruine. Je travaillais comme vernisseur de meubles et je modifiais des voitures pour mes amis pendant mon temps libre. Je réparais des Opel et j'ai rencontré Javier quelques années plus tard. Vers la fin de 1997, un ami commun m'a présenté à Angel. Il m'amena à son atelier, un tout petit atelier où il travaillait des heures durant. Je l'ai connu un peu plus et il était tout aussi fondu de tuning que moi. Et ça a été le début d'une grande amitié. Il a commencé à m'apprendre comment modifier des voitures et en 1998, on a ouvert notre premier atelier. Le style qu'on a tendance à utiliser, c'est le style belge. Des lignes contenues, un lissage simple, des moulures et des couleurs sobres. On est aussi capable de donner dans d'autres styles, ça dépend du client. Pourtant, on se tourne toujours vers ce style raffiné. Ils estiment qu'environ 900 voitures ont reçu l'injection de tuning qui rend chacune de leurs créations unique, depuis les premières retouches jusqu'à celles qui nécessitent une modernisation complète. Des voitures qui arrivent à leur atelier et repartent prêtes à devenir de brillants exemples de ce qu'est le tuning. Voici leurs locaux près de Barcelone où ils développent leurs projets. Comme dans les ateliers d'autres préparateurs, on découvre qu'ils travaillent avec de la fibre de verre, du caoutchouc mousse et différents moules et pièces sur des voitures complètement méconnaissables. Des modèles qui, une fois toutes les pièces assemblées et passées par le box de peinture, deviennent des automobiles uniques.
La voiture la plus difficile que l'on ait modifiée, ça a été récemment. Une préparation sur une base de Ford Probe, et on a tout fait à la main. Depuis des blocs de caoutchouc mousse collés sur les côtés et en redessinant la carrosserie. Tout cela restant notre idée, sans ajout de parties moulées ou quoi que ce soit, purement sur mesure, en coupant au couteau, lui donnant une forme, en ponçant, en faisant des moules, rebouchant. C'est une préparation qui prend du temps. Voici l'une des voitures qu'on vous a montrées avant, une Ford Probe entièrement modifiée. La carrosserie a été retouchée sans aucun plan ni référence préalable. Tout est fait avec de l'imagination et de la patience. Avec ce travail de très haut vol, Matt Vane reste tout au sommet du tuning espagnol. L'histoire de cette société remonte à 1997 avec la modification de leur première voiture. Ils ont participé au premier rassemblement de tuning espagnol avec ces dernières. Ils ont même voyagé à l'étranger, principalement en France, où le tuning était déjà un passe-temps enraciné à la fin des années 90. Leur entrée dans le monde du tuning vint grâce à deux de leurs plus importantes créations. La Ford Puma de Ravière qui est sortie de l'atelier en 2000. Ses débuts sur la scène ont mis Matt Vane sous le feu des projecteurs. Ce petit coupé a subi des modifications qu'ils définissent comme similaires au style belge. Des voitures repeintes de couleurs sombres et avec de très légères modifications sur la carrosserie, mais avec du travail fait avec beaucoup d'attention aux détails. La Puma est devenue l'une des reines du tuning durant 2 saisons consécutives, avec parfois quelques changements en profondeur que seuls les spécialistes pouvaient reconnaître. Le capot recouvre une partie des phares, alors que la jupe frontale a été retouchée pour donner une image différente et agressive. On peut apprécier l'attention aux détails, particulièrement sur les poignées de porte totalement originales, ou bien le bouchon de réservoir adopté du monde de la moto custom. Les difficultés rencontrées lors du travail sur l'arrière ne peuvent être appréciées que par les constructeurs du niveau de Matt Vane. Les feux de série ont été remplacés par des modèles luxueux, des feux en forme de boomerang qui ont donné pas mal de migraines avant d'être parfaits. À l'intérieur, un système audio et des accessoires des plus grandes marques. Des éléments qui, lorsqu'ils sont installés dans une voiture aussi extrême que celle-ci, lui donnent un point d'admiration. Mais Matt Vane a eu d'autres hits. Le second acte dans leur chemin vers la gloire est venu de l'Audi A3 d'Angel, le deuxième membre de l'équipe. Quand elle est sortie de l'atelier en 2002, elle était complètement retouchée. Une fois de plus, on a répété la recette du succès, bien que cette fois avec encore plus de perfection. Des changements directs sur la carrosserie, une peinture sombre et un travail aguicheur sur tous les détails. Les phares, le capot, les ailes, presque toutes les pièces sont d'origine, mais elles ont toutes reçu des retouches. Le capot recouvre la partie haute des phares, créant ce qu'on appelle en tuning un look bad boy qui lui donne une image plus sportive. Ces phares sont accompagnés par la plaque minéralogique qui est maintenue par 2 dés brillants. La surprise continue sur les côtés. Les roues sont fixées par un seul écrou qui monte une boule de billard en son centre. À l'arrière, on a donné un air fâché aux feux en les cachant partiellement sous le coffre. Mais la plus grosse surprise reste encore à venir. Un des feux stop se retire pour révéler l'entrée du réservoir d'essence. Cela a pris un certain nombre de semaines pour détourner l'entrée du réservoir, obtenir une connexion électrique parfaite et dessiner le mécanisme qui actionnerait le mouvement, démontrant ainsi la créativité de Matt Vane. Il n'y a pas de plaque sur le haillon. On la retrouve en fait sur la partie basse de la jupe, parfaitement illuminée. Pourtant, on peut la cacher en pressant simplement le bouton d'une télécommande. Encore un tour qui a pris au magicien de Matt Vane un certain temps à développer, mais un qui a beaucoup d'impact sur les salons. Un autre très notable, c'est le dé incrusté dans le pare-brise. C'est en réalité un dé coupé en 2 et ensuite fixé à la vitre avec du silicone chauffé, ce qui donne l'impression qu'il est collé au verre. À l'intérieur, les dés et les boules de billard font partie de la décoration. Le garnissage de l'habitacle est très original, avec de la fausse peau de crocodile recouvrant un nombre de pièces comme le volant, les sièges et les portes. La suspension d'une voiture avec autant de mécanismes ne pouvait être que pneumatique. Après avoir remis leur voiture au goût du jour, il était temps de savamment mélanger leur style avec les suggestions de leurs clients. Voici l'un des exemplaires qui en résulte, une Volkswagen Golf de 1994, redessinée en 2003. On a repeint la carrosserie et utilisé l'aérographe pour le motif en peau de léopard de l'intérieur. Matt Vane s'est concentré à donner à chaque détail une touche personnelle, avec des chromes, des boules de billard et le garnissage. Cette Golf est devenue l'une de leurs créations les plus admirées. La renommée de Matt Vane leur vient des nombreux show cars qu'ils emmènent aux compétitions. Ici,
l'Audi est entouré d'une tombe, avec des rappeurs qui jouent pour le plus grand plaisir du public rassemblé devant leur stand. Cependant, Ángel et Javier aiment avant tout qu'on les remarque pour le travail qu'ils proposent également à d'autres ateliers. Cette Mitsubishi Eclipse a été produite par l'un des préparateurs les plus influents de Barcelone. Mais la carrosserie est l'œuvre de McVeigh, en plus de la peinture et des pièces faites à la main, qui ont placé cet engin dans le secteur d'élite du tuning national. Cet exemplaire a gagné l'un des meilleurs 20 prix lors de la plus grande concentration de tuning d'Europe, le GTI International qui se tient en France. Placer sa voiture dans les 20 choisis n'est pas chose facile. Et même si tous les gourous espagnols l'ont réussi, les places sont de plus en plus chères. Cette voiture qui a gagné le plus de prix au niveau international est une Audi A3 qui vient de Majorque, préparée par Manolo avec des motifs et des dessins de style custom. Un travail complet à l'aérographe jamais vu auparavant a été réalisé sur cette Audi qui a fait ses débuts en 2004. Les portes et le tableau de bord ont maintenant des dessins qui ont atteint les recoins les plus éloignés. Des haut-parleurs intégrés, un panneau de contrôle et des accessoires esthétiques de la même veine que ceux que l'on trouve à l'extérieur. La production de McVeigh est l'une des plus fructueuses parmi les préparateurs spécialisés. Et chaque mois, ils terminent une ou deux voitures complètes. La chose la plus importante, c'est qu'ils ne manquent pas d'incorporer des innovations à chacune de leurs voitures. Voici une Seat Ibiza sur laquelle on a monté les phares et la calandre d'une Audi. Le résultat est tellement parfait qu'il est très difficile de la reconnaître, à moins de regarder de plus près. Une peinture noire mate et la position originale des poignées de porte sont d'autres nouvelles marques de fabrique de McVeigh. On a ici une Honda Civic de 1992. On a tellement raffiné son aspect qu'elle peut désormais lutter contre des modèles plus récents et plus séduisants du marché. L'une des innovations, c'est la frange métallique latérale. Elle n'est pas peinte, mais on a poncé la caisse jusqu'à atteindre le métal pour ensuite le ciseler et le recouvrir à nouveau, cette fois d'une couche de vernis transparent. Et voici l'effet spectaculaire. Il y a deux dingues qui travaillent dans l'atelier de McVeigh qui produisent des voitures sans arrêt. Comme le suggère le nom, il y a une certaine folie qui court dans leurs veines. Alors imaginez ce qu'ils feront la prochaine fois. Pour nous, le tuning, c'est un nouveau mode de vie parce qu'on aime tellement ça. On adore faire des modifications, alors que pour d'autres, c'est juste un phénomène de mode. Jour après jour, chez McVeigh, Ángel et Javier sortent de nouveaux projets, travaillent sur de nouvelles innovations, perfectionnent leur spectacle et propagent la culture tuning en dehors de leurs ateliers, contribuant à leur manière à cette passion qui continue de rompre les barrières. Dans le dernier épisode de Tuning Mania dédié à la production des jantes de Formule 1, nous avons vu comment avaient lieu les procédés d'usinage. Il est maintenant temps de mettre l'intégrité des pièces à l'épreuve par une série de tests utilisant des liquides pénétrants. Une fois terminé, on décidera si la pièce est valable ou au contraire si elle a des défauts. Pour le traitement de surface, il y a différentes catégories de jantes en production. Dans cette phase, on réalise des tests exhaustifs avec des liquides pénétrants. Le procédé les utilise pour aider à détecter des défauts, des fissures ou des pores qu'il serait impossible à voir à l'œil nu, donnant ainsi l'assurance de parfaite performance malgré les contraintes. Ce procédé consiste à tremper les pièces dans un bain d'huile fluorescente pendant une durée prédéterminée. Le liquide est attiré vers les ouvertures en surface par capillarité. Après cela, les pièces passent par un lavage intensif et un égouttage en différentes étapes. Il vaut donc mieux observer ces étapes une à une. Tout d'abord, les pièces passent dans un bain de dégraissant alcalin, l'intention étant de retirer tout reste de silicone ou de réfrigérant venant de l'usinage. On immerge les pièces durant un total de 10 minutes, un temps suffisant pour retirer toute matière éventuelle. Ensuite, on baigne les pièces dans de l'eau traitée, le premier pas pour enlever le dégraissant qui recouvre encore les pièces. Ce procédé est divisé en deux bains qui utilisent deux barils différents. Le premier contient de l'eau agitée par un système à pression d'air pour un nettoyage bien plus performant. Le second baril utilise le même système pour s'assurer qu'il ne reste rien de dégraissant. On plonge les pièces durant un total de 20 minutes dans chaque baril.
Le stade suivant consiste à passer les pièces dans un four de séchage. Une température constante à 80 degrés durant 10 minutes élimine toute humidité qui pourrait persister. Le traitement suivant est rendu difficile par la haute température à la sortie du four. Pour cela, on les soumet à une dizaine de minutes de refroidissement rapide. Une fois la température réduite, elles peuvent continuer sur la chaîne de production. On les transfère alors vers un autre bain qui contient les liquides pénétrants fluorescents. On utilise ce type de liquide pour détecter les fissures et les discontinuités qui pourraient rester après l'usinage à cause de son extrême sensibilité. On plonge les pièces durant 1 minute. Elles sortent complètement imprégnées de liquide fluorescent. Mais pour pouvoir continuer, il faut en retirer l'excès. Après les avoir laissées s'égoutter naturellement pendant un temps, on les lave en profondeur avec un pistolet à pression jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide. Ces pièces sont donc encore humides et soumises à un autre procédé de séchage. On les introduit encore une fois dans le four de séchage où elles restent encore une dizaine de minutes. Une fois que toutes les pièces ont passé le test de liquide pénétrant, il est temps pour elles de passer à l'inspection visuelle. Cela veut dire les couvrir d'une poudre révélatrice qui expose le moindre défaut ou fissure sous la lumière ultraviolette. Le test le plus important que l'on réalise dans la zone de traitement de surface est sans aucun doute celui du liquide pénétrant. Ce que l'on fait avec ce test, c'est détecter toute fissure ou discontinuité sur la surface de la jante. C'est un test non destructif appliqué d'une manière simple. On introduit la jante dans un baril de liquide pénétrant, ensuite on la nettoie bien et on la passe dans une salle obscure où on l'inspecte avec une lumière ultraviolette. S'il y a la moindre fissure, le liquide aura pénétré dedans et la lumière ultraviolette mettra en évidence la discontinuité par fluorescence. C'est la seule manière de détecter ce type de défaut, car un simple regard leur permettrait de passer inaperçu. Et en conséquence, la jante pourrait se comporter mal sur la piste. Quand on croise une voiture qui a été préparée, comme cette Peugeot 106 par exemple, il est difficile de la classer précisément de manière géographique. Cela vient du fait que l'une des caractéristiques essentielles du tuning à l'heure actuelle est que les sources d'où les amateurs et les préparateurs puisent leur inspiration n'ont pas de frontières. Grâce à nos moyens de communication et la croissance rapide de l'Internet, ceux qui sont passionnés par le tuning ont la possibilité de pouvoir consulter une multitude de modifications internationales, chacune née d'un style différent. De cette manière, on peut trouver un tuning de style allemand en Espagne, une voiture inspirée par l'importation en Italie et une Peugeot 106 avec des traits espagnols sur le sol français. Le propriétaire de cette 106 était parfaitement sûr de sa source d'inspiration lorsqu'il s'est agi de préparer l'auto que nous vous montrons aujourd'hui, le travail du préparateur espagnol Amalio. Des voitures au look agressif, à l'habitacle surprenant et d'autres détails originaux et uniques. Avec cela à l'esprit, il est facile de comprendre comment cette petite Française peut recevoir autant d'attention sur les salons auxquels elle assiste. Ce n'est pas étonnant si l'on observe l'avant. Sur le capot, par exemple, on a installé 2 surprenants écrans vidéo. Une installation très originale qui fait de cette modification un travail vraiment unique et exclusif. Mis à part les écrans, l'apparence agressive et menaçante de la Peugeot est extraordinaire, surtout grâce au pare-choc. C'est un nouvel élément aux lignes anguleuses et dont les arêtes ressortent, en plus d'inclure 3 grosses entrées d'air. Toujours dans l'esprit tuning, la calandre et l'insigne Peugeot ont été retirés. On a également installé sur le capot, dans la partie la plus frontale, un segment en cuir noir, une couleur qui se combine agréablement avec la finition mate en violet qui prédomine sur le reste de la carrosserie. En plus de cela, les phares d'origine ont été échangés contre ceux de la 306. Sur les côtés, il est clair que les jupes volent la vedette. Leur grande taille, couplée à leur forme originale, continue de donner à la voiture un air très agressif. Ces dernières ont été faites sur mesure par West Rider, comme le reste de l'auto.
Il faut aussi mentionner l'élargissement des passages de roues arrière qui font paraître la petite 106 beaucoup plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Les nouvelles jantes, des bottées chromées de 18 pouces de chez Co, jouent également un rôle important en la faisant paraître plus grande. Comme touche finale sur le côté, on découvre de nouveaux rétroviseurs F16. En regardant cette Peugeot 106 par derrière, il ne fait aucun doute que l'objectif de ce tuning a été de réaliser une voiture extrême et agressive. Une fois encore, c'est West Rider qui a dessiné le pare-choc, une pièce anguleuse qui incorpore des écopes sur les côtés. Elle se trouve sur le côté, car la partie centrale a été laissée libre pour laisser passer le pot d'échappement qui vient du catalogue EG Sport, alors que le haillon a été entièrement lissé et que le lion caractéristique qui sert d'emblème à Peugeot a lui aussi été retiré. Les phares de série ont été remplacés par des LED avec une forme à circonférence concentrique. Si vous pensiez que l'extérieur de la 106 était simplement étonnant, attendez de jeter un œil à l'intérieur du coffre, et vous ne tarderez pas à réaliser qu'il n'a pas été abandonné. On a regarni tout l'habitacle en feutre, qui confirme définitivement l'exclusivité de cette voiture. Comme on a retiré les sièges arrière, il y a plus d'espace disponible pour le système ICE qui a été rassemblé sur cette Peugeot. Parmi certains de ces éléments, le subwoofer Hertz, l'amplificateur Audison et l'écran Sony méritent une mention. Pour frimer encore plus sur les salons, on a aussi installé une Nintendo Wii. On peut aussi voir quelques détails décoratifs étranges comme un serpent et un certain nombre de fleurs, alors que le tableau de bord a gardé son garnissage d'origine, mais avec un écran ajouté en son centre. La touche finale a été de monter une rangée de 3 sièges en cuir noir. Les transformations, comme celles réalisées sur cette Peugeot 106, nous prouvent que les amateurs de tuning cherchent de plus en plus d'autres zones géographiques pour trouver l'inspiration. L'histoire de cette voiture est très originale. C'est la toute première réalisation d'un préparateur. Et bien que ce soit son début, elle est devenue une grande vedette du tuning international grâce à son superbe aspect, sa finition et sa qualité. Pas mal pour un coup d'essai. La base est une Volkswagen Golf GTI de 3e génération, à laquelle on a fait subir de nombreux changements dès le départ. Les jutes avant et arrière ont un nouveau dessin, et on les a attachés à la carrosserie pour donner un aspect plus bas, plus large et plus compact. Les côtés ont aussi changé radicalement avec de nouvelles jupes latérales qui montrent comment la carrosserie a gagné en largeur. On a également changé les ailes pour s'adapter à la nouvelle forme de la caisse. Le résultat, c'est une ligne plus sportive qu'avant, mais qui maintient l'équilibre entre tous ses composants. D'autres détails ont demandé un travail considérable dans l'atelier, comme l'incorporation de poignées de porte venues d'une Fiat ou le rétroviseur de BMW fixé sur le support d'origine Volkswagen. Il est difficile de lisser une carrosserie, mais c'est encore plus compliqué de peindre parfaitement une pièce modifiée. Ici, cela a été réalisé à la perfection. Seul un travail de ponçage, d'après et de peinture poussée pouvait donner un résultat aussi superbe. Pour les touches finales sur l'extérieur, il faut également savoir choisir les accessoires et les jantes. Les phares et les feux stop ont été sélectionnés pour attirer l'attention, tout en s'intégrant parfaitement dans l'ensemble de la customisation. Même sur le premier véhicule qu'un préparateur modifie, il ne suffit pas d'obtenir un extérieur d'élite. Il faut également un intérieur du même niveau. Dans ce cas, on a choisi un garnissage intégral, quelques accessoires de style custom et un équipement audio complet. Il reste encore un détail, une suspension pneumatique pour pouvoir lever et abaisser la caisse. Des modifications complètes, des voitures pleines de détails, le bon choix de composants et de peinture ainsi qu'une bonne présentation finale sont les clés d'une customisation réussie comme cette Volkswagen Golf GTI.
Quand un préparateur décide de se lancer dans un nouveau projet, la première décision qu'il doit prendre, c'est de choisir une base sur laquelle réaliser la modification. Faire cela, qui peut paraître évident, sépare les meilleures préparations de celles qui sont simplement correctes. La base devrait être choisie en pensant au style individuel de chaque tuner. Pourtant, cela doit toujours être fait en gardant un objectif clair à l'esprit, que cela serve à lui tout seul d'élément pour attirer l'attention du public. Dans ce cas, le préparateur français Sellerie Fleury a opté pour la Peugeot 307 CC. La Peugeot est une voiture remarquable pour deux raisons. Commercialement, elle est relativement jeune puisque Peugeot a commencé à la produire seulement en 2003. Et puis, elle a une carrosserie très spéciale. Comme l'indiquent les deux CC, c'est un coupé et un cabriolet à la fois. Ce genre de coupé, qui se transforme en cabriolet, a été rendu populaire par Mercedes et sa SLK en 1998. Peugeot a opté pour ce style en 2001 avec la 206 CC. La carrosserie de la 307 CC est basée précisément sur la caisse inaugurée par sa petite sœur, la 206, qui se définit par son aspect sportif et élégant. Une élégance qui, sur cette modification, a été optimisée d'une manière évidente. Les frères Fleury ont tout misé sur un élément en particulier, le capot, qui, comme le reste de la carrosserie, est couvert exclusivement en faux cuir. Ce n'est pas n'importe quel cuir, mais de la peau de serpent, et elle attire certainement l'attention. Voici un détail surprenant que les frères Fleury ont parfaitement réalisé. Le travail des Français ne se limite pas, bien évidemment, à ce seul changement. À l'avant, on peut voir comment le pare-choc a été remplacé par un modèle de chez Carcept. Il se caractérise par 3 grandes entrées d'air, des lignes agressives et une largeur supérieure à l'original. On a intégré la calandre dans ce dernier et l'insigne de série que l'on a retiré a été remplacé par une broderie très claire et colorée, entièrement réalisée à la main. Sur les côtés, on a confié à rigueur les jupes latérales pour que la 307 donne une image plus en accord avec celle de l'avant. Le constructeur allemand a offert une pièce aux lignes droites et plus larges que celle de série qui s'intègre parfaitement à la carrosserie de la 307. En pur contraste avec le violet qui prédomine sur la caisse, on trouve les jantes Volt chromées de 20 pouces qui confirment la classe de cette préparation. C'est la meilleure perspective pour voir le mécanisme automatique très rapide qui convertit ce coupé sportif en un séduisant cabriolet en seulement 25 secondes. On a porté l'esprit de ces modifications à l'arrière, bien que le nouveau pare-choc, lui aussi dessiné par rigueur, soit légèrement plus discret que le reste du kit de carrosserie. Une discrétion qui se convertit en élégance grâce à la finition douce et uniforme de ce dernier. Cette douceur est seulement interrompue par le pot d'échappement sportif de chez Raceland, qui se situe d'un côté du pare-choc. Sur le haillon, le lion de Peugeot a encore disparu pour être remplacé par la même broderie que celle située à l'avant. Au-dedans, l'élégance de l'habitacle a été améliorée de manière exceptionnelle. On a choisi de recouvrir tout l'intérieur avec le même matériau que celui utilisé pour l'extérieur. Le violet devient une fois encore le trait principal, que complète le beige choisi pour garnir les sièges, donnant un magnifique mélange. Il faut mentionner la substitution d'autres éléments comme le levier de vitesse et le frein à main, qui sont désormais tous deux de chez Momo. En ce qui concerne le système audio, on note l'écran Luna installé sur les montants de porte. Mais c'est celui de 15 pouces monté à l'arrière qui est la grande nouveauté, garantissant de l'amusement aux passagers. La touche ultime est quelque chose de vraiment spécial. Un support très original pour une bouteille de champagne et des verres. Les passagers arrière n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Une bonne base ne garantit pas toujours une bonne modification. Pourtant, si cette base est couplée à un travail original et professionnel, il est plus que probable que le résultat obtenu sera aussi spectaculaire que sur cette 307 CC. Le GTI International se tient chaque année en France, l'un des événements de tuning les plus importants d'Europe. Le circuit de Formule 1 de Magny-Cours, au sud de Paris,
accueille plus de 40 000 passionnés qui viennent en voiture d'Italie, de Belgique, de Hollande, du Royaume-Uni, d'Espagne et bien sûr de France. Avec ses 9 années d'histoire, le GTI International a maintenant consolidé sa position comme l'un des événements majeurs de toute l'Europe. Près de 3000 véhicules passent la sélection initiale pour la zone d'exposition où les customisations de tout style sont exhibées aux côtés des dernières nouveautés. Mais les points forts ne sont pas juste les voitures. Des centaines de tentes sont plantées pour présenter de nouveaux produits, des expositions, des magasins, des démonstrations. On peut acheter ici n'importe quoi, depuis un rétroviseur jusqu'à un kit complet pour tout véhicule, et aussi voir les derniers délires conçus par les constructeurs, juste pour attirer l'attention du public. Par exemple, les spécialistes français DSP ont déplacé le moteur de cette Volkswagen Corrado à l'arrière de l'auto pour remplir le compartiment moteur de haut-parleurs. Cette Renault Mégane a aussi été totalement modifiée pour monter des amplificateurs sur le toit, un nouveau volant avec un écran et des tas de haut-parleurs qui entourent le conducteur. Et l'intérieur de ce minivan était entièrement rempli par un système audio. Des filles, des cadeaux, des grandes idées, tout est fait pour divertir le public, bien que certains parient sur les dernières créations du marché, comme cette séduisante Peugeot coupée présentant une gamme innovatrice de haut-parleurs. De nouvelles pièces, des motifs à l'aérographe, de meilleures mécaniques. Les tendances changent chaque année et cette saison, ce sont les styles custom et d'importation venus des USA qui ont le plus attiré l'attention. Des voitures custom équipées de jantes chromées et de suspensions pneumatiques. Des modifications auxquelles cette Volkswagen Beetle ajoute un design d'aérographe et d'intérieur hautement original. C'est sûrement l'une des vedettes du salon. Voici le style d'importation, qui utilise des pièces de compétition en fibre de carbone, s'inspirant des voitures de course japonaises. Des DJ, des courses de mini-moto, des stands d'alimentation. Tout est amusement au GTI International, où l'une des attractions qui a le plus d'audience est le show des cool and sexy girls. Une coursive bondée au-dessus du circuit nous mène à la zone d'exposition où sont exposées toutes les voitures luttant pour un prix. C'est la partie la plus importante du meeting et les juges inspectent le moindre détail de chaque voiture. Des intérieurs avec tout type de luxe, des carrosseries qui montent et descendent en poussant sur un bouton, des systèmes audio avec des milliers de watts, des jantes gigantesques. Tout est permis. Beaucoup de fans font leur propre présentation originale. Tapis, crâne, drapeau. Cette Ford Escort était l'une des plus impressionnantes avec un kit de carrosserie complet, un système audio et des jantes. La Golf est l'une des favorites parmi les amateurs de tuning et il y avait beaucoup de customisations différentes. Les voitures de sport sont aussi à la mode, avec des exemples de toutes sortes. Des modèles de presque toutes les marques étaient préparés jusqu'au dernier détail. La démonstration de Dragster fut un autre spectacle époustouflant. Monter un moteur d'avion sur une voiture est le genre de folie qui attire des milliers de fans. Et finalement, ce fut l'heure des prix. Les 20 customisations choisies parmi des milliers de voitures roulent sur le circuit pour recevoir leur trophée. Dans le top 20, il y a des voitures allemandes, britanniques, italiennes et espagnoles. Chacune d'entre elles sera présentée dans les magazines et aux médias. Elles généreront de nouvelles tendances et seront nommées l'une des meilleures voitures de l'année. Toutes ces attractions font venir un nombre croissant de passionnés à ce GTI International, une authentique fête du tuning. Bien que le tuning le plus radical soit un phénomène relativement récent, le monde des customisations a ses mythes. Des voitures incroyables à la portée de quelques privilégiés. L'une d'entre elles, c'est la Toyota Supra, l'un des modèles japonais qui, au début des années 90, ont fait trembler les fondations du segment des super sportives, avec une ligne et une technologie rarement vues dans le monde automobile.
Ce modèle combine les plus hautes performances avec la légendaire fiabilité des moteurs Toyota. La Supra nous a aussi surpris par son design peu conventionnel, particulièrement sur les phares et les feux stop, avec ses lampes rondes qui avaient presque 20 ans d'avance sur une tendance désormais suivie par les constructeurs du monde entier. La carrosserie est de type coupé avec 2 portes et un haillon. Mais il y a de grandes courbes sur la caisse qui étaient très spectaculaires à l'époque et le reste encore de nos jours. La configuration technique est dessinée pour obtenir le meilleur équilibre, avec un moteur arrière et la transmission aux roues arrière. Le moteur qui équipe cette voiture est un 6 cylindres en ligne de 3 litres pour 320 chevaux. Il fait passer la Supra de 0 à 100 en 5 secondes, avec une vitesse maxi de plus de 300 km/h. Pour arriver à de tels chiffres, le moteur est équipé de 2 turbos qui fonctionnent séquentiellement. Un petit qui travaille à bas régime et un autre plus gros qui souffle plus fort au-dessus des 3500 tours minute. En travaillant ensemble, les 2 turbos emmènent la Supra à un niveau seulement atteint auparavant par les voitures de compétition. La Supra fut l'une des premières à être équipée d'une boîte de voiture manuelle à 6 rapports. Et comme les modèles de course, elle incorpore un mécanisme auto-bloquant qui transfère la puissance du moteur aux roues avec plus d'adhérence, évitant ainsi les dérapages. La suspension multibras sur les 2 axes et les freins à disque avec ABS sont 2 autres facteurs importants qui contribuent aux hautes performances de la voiture. À l'intérieur, tout est clairement dessiné pour le conducteur, bien qu'elle incorpore également de nombreux éléments purement de confort, comme un équipement audio de haut de gamme ou les grands sièges en cuir ajustables électriquement. Les cadrans pointent vers le pilote. Le centre d'attention de ce modèle et l'habitacle n'ont d'espace que pour 2 personnes, puisque les sièges arrière sont très étroits. La Supra se démarque par la facilité avec laquelle on peut augmenter sa puissance. Celle-ci était équipée de nombreux composants de la marque HKS. On découvre 2 nouveaux turbos sous le capot, montés sur le haut du bloc avec leur forme en spirale si particulière et recouverts d'une feuille d'acier. Ils sont situés près de l'admission d'air. Ce dernier est aspiré au travers de 2 filtres directs avec de la mousse verte. On a aussi installé un plus gros échangeur en plus de nouveaux injecteurs, une pompe à essence avec plus de débit, une ligne d'échappement de 120 mm et des pistons forgés, plus résistants que ceux d'origine. Sur ce modèle, on peut réguler la pression des turbos. Elle est actuellement de 1 bar 2, ce qui délivre environ 620 chevaux. Si on augmente la pression à 1 bar 5, le moteur développe 750 chevaux et la puissance maximum qu'il peut atteindre est de 900 chevaux. Un chiffre qui fait de cet exemplaire une voiture pour utilisation exclusive sur circuit. Le châssis a été amélioré par de nouveaux amortisseurs, de nouveaux disques pneumatiques et des jantes plus larges qui permettent de contrôler cette extraordinaire machine. La production de la Supra s'est arrêtée en 2002 et depuis lors, elle est devenue un véritable mythe. Les customisations comme celle-ci démontrent pourquoi elle est arrivée si loin. De nombreux composants permettent de développer beaucoup plus de chevaux pour le plaisir d'un propriétaire en recherche de sensations fortes. La Supra est une légende du tuning. Si vous cherchez une voiture séduisante, puissante, rapide et fiable, facile à préparer à un niveau incroyable, voici sûrement l'une des meilleures options. Au cœur du désert du Nevada, à seulement quelques kilomètres de la ville de Las Vegas, on trouve le Las Vegas Motor Speedway. Nous nous y dirigeons pour voir l'une des plus importantes compétitions du monde automobile américain, les finales du championnat NHRA. NHRA sont les initiales de la National Hot Rod Association, la fédération qui organise des courses d'accélération depuis les années 50. Leur organisation est vraiment incroyable. Il y a plus de 900 équipes présentes sur le circuit ce week-end, prêtes à concourir.
Nous voici dans la dernière course de la Division 7, un groupe constitué de la Californie, du Nevada et de l'Arizona. Il y a encore 6 divisions qui recouvrent tout le pays, et au total, des milliers de participants luttent en compétition d'accélération aux USA. Le drag racing, comme on le connaît ici, est une compétition simple. 2 voitures partent d'une position stationnaire et luttent pour voir qui arrive le premier sur une distance d'un quart de mile, c'est-à-dire 400 mètres. Les participants luttent l'un contre l'autre pendant les phases d'élimination. Le premier à franchir la ligne passe à la seconde phase et ainsi on arrive à la finale qui couronne le vainqueur. Voyez donc la collection de dragsters qui se sont présentés à cette compétition. Il y en a de toutes sortes, de très puissants, de très grands, tous les types de carburant, des pilotes de tous âges. La grille de départ est si énorme que nous allons nous concentrer sur l'un des participants, Thomas Bayer, l'actuel leader de la catégorie Super Camp, la plus disputée ce week-end avec 227 inscriptions. L'équipe de Thomas est sponsorisée par Toyo Tires. La société japonaise a commencé à créer des pneus pour les dragsters récemment, mais elle est devenue une vraie alternative aux marques américaines en très peu de temps. Thomas Bayer fait de la compétition depuis 1986. Et ce week-end, le titre le plus important de sa carrière est en jeu. Donc, il n'y avait pas de meilleur moment pour lui poser quelques questions et qu'il nous explique cette catégorie. Typiquement, ce sont toutes des catégories professionnelles. Top Fuel, Funny Car, Top Alcohol, etc. En Sportsman Racing, nous avons plusieurs catégories différentes. Et on peut y participer et pas nécessairement avoir $1 million pour courir. Nous, on court en Super Camp. Ce sont des dragsters à essence de 5 à 7 litres, de 600 chevaux à 1500. Ça dépend seulement du carburant. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, sauf le nitrométhane ou l'oxyde nitrique. On trouve en général des dragsters dans cette classe qui est la Super Camp. Une classe de 8,90 sur une piste de niveau C. Ici, à Las Vegas, c'est une 9,05. L'idée, c'est que l'on va commencer comme n'importe quelle course normale. Mais d'un autre côté, on ne peut que courir en 9,05 ou plus lentement. On ne peut pas aller plus vite. Si on va plus vite, on perd. Thomas vient juste de nous expliquer un des aspects clés des courses d'accélération. Il y a des catégories où le plus rapide gagne, et puis des catégories sportsmen les plus populaires, où celui qui termine le plus près d'une limite de temps gagne. La limite sur le circuit de Las Vegas est de 9 secondes 5. Si le pilote est plus rapide que la limite établie, il sera éliminé et doit donc s'approcher le plus possible du temps. Pour ce faire, le moteur a une UEC qui limite la quantité de carburant qui est injectée durant un bref intervalle, rendant ainsi la voiture un peu plus lente. Le secret de cette catégorie réside dans les pilotes. Ils ne doivent pas seulement conduire parfaitement, mais ils doivent aussi rentrer les données correctes dans l'ordinateur pour que la voiture aille le plus vite possible, mais sans passer sous la barre des 9 secondes 5. Thomas nous raconte tous les facteurs qui entrent en jeu. La Super Camp est une classe très précise et stratégique. Il faut faire attention à toutes les variables. Le vent, la température de la piste, la température de l'air, l'humidité, l'altitude. Parce que les moteurs à essence sont très sensibles aux conditions atmosphériques. Ce qui se passe donc, c'est que si le temps change ou que la température augmente de 10 degrés, ou si la température de la piste passe de 37 à 55 degrés, tout cela affecte la voiture. En tant que préparateur, il faut savoir l'effet que cela a sur votre véhicule de course pour pouvoir l'ajuster et être encore compétitif. Si vous ne faites pas attention à ces petites variables, vous allez perdre. Chaque course est une course d'élimination. Cela n'a pas d'importance si vous ne réalisez pas le meilleur temps du week-end. Cela servira juste à battre votre rival. Chaque pilote doit ensuite tirer le meilleur parti de sa voiture dans la course suivante pour pouvoir continuer la compétition. C'est en regardant ces engins accélérés que l'on se demande quelles sont leurs spécifications. Ma voiture Toyo descend à 7 secondes 50 pour 290 km/h. Mais sur la piste et en classe indexée, disons que l'on court
en 9,05 pour 275 km/h. Pensez-y un instant, à vitesse maximum, la voiture se déplace à 70 mètres par seconde. C'est presque un terrain de football américain en une demi-seconde, ou 2 terrains en 1,5 secondes. Thomas Bayer continuera de courir en Supercomp la saison prochaine. Mais pour l'instant, nous voudrions qu'il nous parle de son dragster. C'est un dragster de 6 mètres, construit pour courir en Supercomp. Il y a une suspension à l'arrière, un châssis multibras et il pèse 1 tonne avec le pilote. Les pneus sont un facteur fondamental pour cette compétition. Thomas nous explique pourquoi. L'importance des pneus est cruciale. On peut avoir la meilleure voiture, le moteur le plus gros et le plus rapide. On peut avoir tout ce qui est de dernière génération. Mais si on n'a pas des pneus qui peuvent coupler tous ces chevaux et passer la puissance au sol, on ne gagnera pas. Toyo Tires prend le monde du drag d'assaut et son équipe est en train de gagner la compétition. Nous sommes allés 36 fois en finale avec les pneus Toyo et on a gagné 25 de ces courses. Cette année seulement, on a fait 6 courses. Et on court ce week-end pour le championnat en Supercomp et en Supergas. Ce qui montre comment se comportent ces pneus. Voyons la course. Après des centaines de pilotes, le tour de Thomas arrive enfin. Il chauffe les pneus dans la zone de dérapage. Les feux passent au vert, il écrase le pied et il se qualifie. Pendant le week-end, il participera à 6 phases éliminatoires. Et même si nous n'étions pas là, il nous appelle le lendemain. Il a gagné les 2 titres pour lesquels il luttait et il est le champion 2006 des catégories Supercomp et Supergas. La saison prochaine, il passera à la catégorie Top Alcohol avec un nouveau dragster. Il est possible que d'ici peu, Thomas devienne l'homme le plus rapide de la planète dans l'un de ses ingénieux véhicules. Nous espérons être là pour vous raconter l'histoire.